Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. En novembre 2015, peu de temps après les événements qui ont frappé Paris, les attentats, j'ai ressenti le besoin de me recueillir devant ces lieux que je connaissais bien. Il faut que je vous dise que ma mère vit au-dessus du restaurant Le Petit Cambodge, un lieu que nous fréquentons vraiment souvent. Et j'avais envie, quelques jours après, de me retrouver devant cette terrasse qui avait été frappée lourdement. Alors, je suis descendue. Et là, je me suis retrouvée devant ce bout de trottoir minuscule. Minuscule. Jamais je n'avais vu une ville aussi vulnérable. Alors, je me suis tenue comme ça. J'ai ressenti des sentiments très variés, très contradictoires. Il y avait de la colère, il y avait de la rage, il y avait du chagrin, il y avait un sentiment d'impuissance que vous avez sans doute éprouvé vous aussi. J'étais sans voix et j'étais sans mots. Alors je suis remontée chez ma mère, j'ai pris un crayon et un petit carnet et j'ai écrit ces quelques lignes. Sur les trottoirs gris, les bouquets de fleurs fanées comme ils sont mouillés. Sur les trottoirs gris, les bouquets de fleurs fanées comme ils sont mouillés. J'avais écrit un haïku, enfin un poème d'inspiration japonaise, d'origine japonaise, d'environ 17 syllabes en 3 lignes. 5, 7, 5 syllabes. Ça n'était rien, c'était un souffle, le sentiment fugace qui passait. Mais d'avoir écrit cela, ça m'a aidé à cadrer mes émotions, ça m'a aidé à les exprimer et à en garder une trace. Et je peux vous dire que ce soir, quand je vous en parle et quand je relis ce haïku, j'ai la même émotion qui revient. Alors comment cela est-il possible ? Comment moi, Pascal Schink, journaliste formé au CELSA, donc habitué à des enquêtes nourries, longues, des documentations très construites, habitué à illustrer mes propos, comment, moi qui ne suis jamais allée au Japon, qui ne parle pas japonais, comment suis-je en train de devenir une haijin, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit des haïkus ? C'est quand même fort de café. Eh bien, tout est venu il y a une dizaine d'années d'un dîner avec une amie. On discutait toutes les deux et elle me dit « Je suis très fatiguée en ce moment, je dors très très mal. » Ah bon ? Ma curiosité s'éveille. Et là, elle me dit « Je passe mes nuits sur Internet à échanger des poèmes brefs avec des poètes québécois. » Alors ça, j'avais jamais entendu ça. C'était vraiment inouï. Et comme je suis journaliste, j'ai enquêté. Et là, j'ai découvert un monde qui se passe à notre insu, sans doute, qui est en train de se diffuser tranquillement, sans doute grâce à Internet. On dit que les fondateurs de Twitter se sont inspirés du haïku japonais pour créer leur réseau social. C'est-à-dire qu'en fait, ce nano-poème, 17 syllabes, je vous rappelle, un souffle, il est né au XVIIe siècle au Japon et il continue à se diffuser en masse. Alors, au Japon, évidemment, il faut savoir que les quotidiens nationaux, les grands quotidiens nationaux reçoivent 6 à 7 000 haïkus de lecteurs par an, notamment quand il y a des catastrophes comme Fukushima ou quand il y a des moments politiques, les lecteurs envoient leurs haïkus qui sont sélectionnés. Mais il n'y a pas qu'au Japon. En Suède, fondu de haïku. Au Maroc, Oujda est la ville principale du haïku. Au Québec, aux États-Unis. Et en France, où finalement, sans que nous le sachions vraiment, dans les ateliers d'écriture, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, peu à peu, ce petit format se souffle. D'ailleurs, je vous l'ai dit 2 fois quand je vous l'ai dit. Il est tellement court qu'il doit être dit 2 fois. Et en japonais, il doit être dit dans une expiration. C'est vous dire à quel point c'est léger. C'est vous dire à quel point c'est rien. Donc je découvrais que ce haïku se diffusait tranquillement. Alors je me suis posé une question. Pourquoi ?
Internet, bien sûr, il voyage léger, donc c'est facile de s'échanger internationalement, de traverser les frontières grâce aux nouvelles technologies. Mais pas seulement. Ce que j'ai découvert, et ça intéressera tous les communicants que vous êtes, c'est que si ce petit format se diffuse aussi bien, c'est parce qu'il diffuse l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? D'abord, il est profondément démocratique. Il est né au XVIIe siècle, à une époque où la poésie appartenait aux lettrés de la cour, et où petit à petit des pauvres, des paysans, des moines s'emparent de la poésie pour grandir socialement, et traversent le Japon, ils s'échangent comme ça, des poèmes, ils participent à des concours, ça donne lieu à des joutes, et ils se développent, ils deviennent eux aussi des poètes. Donc dans son ADN, il y a quand même quelque chose de l'ordre d'une démocratie, de quelque chose qui s'ouvre, mais pas seulement. D'abord, il y a cette brièveté qui pour nous est vraiment une interrogation. Nous qui croulons sous les blogs trop longs, sous les commentaires, sous les dossiers nourris. Le haïku, avec sa brièveté, nous rappelle que la vie passe en un souffle. Et à chaque fois que vous écoutez un haïku, ce que vous entendez dans son silence, c'est cette vie qui passe. Et ça vient du bouddhisme zen qui a nourri cette poésie. Ces presque moines qui traversaient le Japon en écrivant des mini-poèmes, ils n'avaient de cesse de rappeler l'impermanence de la vie. Donc à chaque fois qu'un haïku passe, c'est un instant. Si vous ne deviez retenir qu'une chose ce soir, c'est cela. Un haïku, c'est un instant. Mais il n'y a pas que ça. Un haïku, c'est aussi une formidable célébration de la nature, sans cesse, parce qu'on doit toujours, dans ses premiers poèmes, évoquer un animal, une plante, un végétal. Donc c'est pour ça, quand vous lisez des haïkus, ce qui m'est arrivé les premières fois, j'avais l'impression d'avoir une fontaine de jouvence qui m'arrivait. J'entendais parler d'érable, de glycine, de luciole, de loutre qui sortaient des rivières, que des mots que je n'avais pas entendus, les avais-je jamais entendus. C'est le deuxième effet du haïku. Il nous rappelle que nous appartenons au cosmos, avec tous ces êtres vivants, et que du coup nous avons notre place, comme ces loutres, comme ces lucioles. La troisième chose, enfin, c'est que le haïku, c'est l'anti-bling-bling. Dans cette poésie, on ne trouve que des bols en bois, des cabanes, des chemins de terre, des bâtons, des sandales. Délice de traverser la rivière d'été, sandales en main. Délice de traverser la rivière d'été, sandales en main. Vous vous rendez compte, ça a été écrit au XVIIe siècle par un moine. Et je suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui ont vécu ça, qui peuvent s'identifier. Pourquoi ? Parce que c'est la vie simple, la vraie vie des vrais gens, avec l'essentiel. Donc petit à petit, c'est ce que je raconte dans mon livre, je me suis rendu compte que le haïku était une forme de méditation active. Ça me permettait d'être plus présente, en lire et en écrire, me permettait d'être plus présente, de faire attention aux petits détails, aux instants qui passent, et de développer ce que les moines zen appellent le shiori. Le shiori, c'est la sympathie pour toute chose qui vient à vous, les êtres vivants et le monde. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'altruisme, de compassion, on emploie des grands mots. En réalité, la sympathie pour les choses change votre vie. Donc réalisant ça, je peux dire, transformée. Et je revendique cette pratique poétique comme une méditation active, accessible à tout le monde. C'est pour ça qu'on l'apprend dans les écoles aussi. Alors, vous allez me dire que par rapport à notre poésie fleurie, métaphorique, finalement, on ne peut pas exprimer grand-chose en 17 syllabes. Eh bien, détrompez-vous. Par exemple, il y a aujourd'hui des consultants financiers qui écrivent des haïkus de bureau. Igor Késel-Perron, c'est son nom. Il a écrit celui-ci, par exemple. Dans l'open space, le ficus et moi. Dans l'open space, le ficus et moi. On a tous vécu ça. On est dans une réunion, on n'en peut plus, on se tourne, on regarde une plante, on dit « Oh, la bienheureuse !»
Je peux aussi vous raconter une histoire d'amour en 3 haïkus. 17 x 3, 50 syllabes maximum. Les débuts de l'amour d'abord, avec un poète qui s'appelle Abashli Kunzai. Douceur de printemps, au fond du lit, ta culotte. Douceur de printemps, au fond du lit, ta culotte. Et puis le couple s'installe, a envie de vivre le quotidien. Et là, c'est un poète qui s'appelle Biko qui nous dit ça. Tasse encore tiède, sur la trace de ses lèvres, poser mes lèvres. Tasse encore tiède, sur la trace de ses lèvres, poser mes lèvres. Voilà, le couple vit cette merveilleuse période de compagnonnage. Et puis, un poète qui s'appelle M.G. Krakpou nous donne sa version finale. Le temps passe, elle décide de plus en plus. Le temps passe, elle décide de plus en plus. Vous voyez, je vous ai raconté une histoire d'amour en même pas 50 syllabes. Donc c'est possible. Enfin, s'il est aussi puissant dans sa manière de transcender les frontières, de toucher des esprits qui ne connaissent rien au Japon, rien à cette culture, c'est aussi parce qu'il est vraiment partageur. Le haïku n'est jamais fini. Ce n'est pas ces petites frontières, ces 17 syllabes qui sont des frontières minuscules ne sont pas fermées. C'est vous qui les finissez. D'ailleurs, un poète a dit « Le haïku est comme un cercle ouvert par le poète et fermé par le lecteur. Parce que c'est vous, par votre interprétation, qui allez le finir. » Par exemple, un haïku contemporain écrit pendant les présidentielles par un poète qui s'appelle Ben Kouder. Il écrit celui-ci. « Visite chez mon père, le t-shirt tout pourri de Poutou. Visite chez mon père, le t-shirt tout pourri de Poutou. » Qu'est-ce que vous entendez? Qui s'est engueulé avec son père à cause du t-shirt de Poutou? Ou bien que le t-shirt de Poutou que portait son père l'a mis en colère? Ou bien que lui-même portait le même t-shirt que Poutou? C'est vous qui allez terminer ce poème. C'est vous qui êtes renvoyé à votre vie, à votre histoire pour le terminer. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour vous. Grâce à toute l'équipe magnifique du CELSA qui m'a aidé à le mettre en place. Ce soir, vous allez repartir avec un haïku, le vôtre, celui qui vous est tombé par hasard ce soir. Alors vous allez le ramener chez vous, vous allez le lire, vous allez vous demander ce qu'il veut bien raconter, vous allez vous dire qu'est-ce que ça m'évoque sur ma vie, sur mes relations, quelle est cette sagesse ancienne comme ça qui arrive grâce à cet événement. Il est sous votre siège, vous pouvez regarder. L'équipe du CELSA vous a collé, si je puis dire, un haïku sous le siège. C'est vrai, vous allez repartir avec cette petite chose, ce souffle. Je vous souhaite de le regarder, de le mâchonner dans votre tête, de le méditer. J'espère qu'avec lui, vous franchirez vos propres frontières. Merci.